6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Pourquoi la Suisse est-elle touchée par une forte consommation de cocaïne ? 5 villes suisses se positionnent parmi les principales consommatrices de cette drogue en Europe. Il y a quelques mois, un événement majeur a marqué les esprits. Une saisie historique d'une demi-tonne de cocaïne a été réalisée à l'usine Nespresso de Romand, constituant ainsi la plus grande confiscation jamais opérée en Suisse romande. Toutefois, cette quantité ne représente que 10% de la consommation annuelle de cocaïne dans le pays. La Suisse serait effectivement le plus grand consommateur européen de cette drogue. Mais pourquoi cette particularité helvétique ? Qui sont les consommateurs de cocaïne en Suisse ? Dans quel contexte et dans quel but cette drogue est-elle utilisée ? La Suisse connaît-elle une consommation générale élevée de drogue ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce matin en compagnie de Franck Zobel, directeur adjoint d'Addiction Suisse, qui est avec nous en duplex. Franck Zobel, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce chiffre fait un peu peur et fait un peu froid dans le dos. Des chiffres qui annoncent que les Suisses seraient de grands consommateurs, notamment de cocaïne. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, M. Zobel ? Alors, si vous voulez, la cocaïne, c'est la drogue du moment, pas seulement en Suisse, mais dans toute l'Europe, aussi en France, en Allemagne, en Italie. C'est la drogue la plus diffusée. On voit une augmentation aussi du nombre de personnes qui demandent des traitements en lien avec la cocaïne. On est encore loin des chiffres qu'on connaît avec l'héroïne ou avec l'alcool, mais on voit une augmentation. Donc il y a certainement de quoi s'inquiéter. Ce qui est le plus inquiétant à l'heure actuelle, ce qui est le plus spectaculaire, c'est vraiment les quantités de cocaïne qui arrivent en Europe. Il y a 220 tonnes, je crois, qui ont été saisies l'année passée en Europe, surtout dans les grands ports européens. C'est des quantités qu'on n'a jamais vues. Les prix sont extrêmement bas. La pureté de la substance que vous achetez dans la rue est haute. Ça veut dire qu'en plus, on se fait concurrence. On n'essaie même plus de couper la cocaïne pour faire des marges plus importantes. Donc voilà, vous avez vraiment une situation de très grande accessibilité de la substance, ouais, et puis d'une diffusion. Voilà. Comment expliquer, M. Zobel, cette sorte de démocratisation de la consommation de cocaïne en Suisse, et ce depuis quelques années, je crois depuis les années 90, sauf erreur? Oui, alors si vous voulez, l'augmentation récente, elle a plutôt une vingtaine d'années, c'est-à-dire un peu depuis le début des années 2000. Il y a eu une période où les trafiquants latino-américains se sont plus tournés vers l'Europe plutôt que vers leur marché traditionnel qui est l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Et donc on a vu une arrivée à partir du début des années 2000, on a vu de plus en plus de cocaïne arriver en Europe. Et puis ce phénomène, il s'est plus arrêté. Et puis on sait aujourd'hui, à travers les quantités qui sont saisies à la fois en Europe et en Amérique du Nord, que la production a probablement très fortement augmenté ces dernières années. C'est comme vous avez cité l'exemple de ces 500 kg de cocaïne qui ont été saisis à Romont. Si vous voulez, ça c'est une erreur. Ils auraient dû pouvoir le retirer quelque part près du port d'Anvers ou de Rotterdam. Je ne sais plus lequel c'était. Ils l'ont raté et donc ça finit chez Nespresso. Mais on parle tout le temps de quantité comme ça. Aujourd'hui, quand les autorités portuaires, quelque part en Europe, ouvrent un container avec des bananes ou avec d'autres choses dedans, ils trouvent souvent 1 tonne, 2 tonnes de cocaïne, donc vraiment des très très grosses quantités. Est-ce qu'en Suisse, le pouvoir d'achat a une influence finalement sur cette consommation de drogue qui est quand même ultra élevé, c'est hyper important. Est-ce que le fait qu'on en ait dans les poches, ça aide à fluidifier le trafic de la drogue en Suisse ? Alors, clairement, le pouvoir d'achat est un élément qui intervient dans la consommation de drogue, comme dans la consommation d'autres biens. Maintenant, il faut quand même que je nuance un petit peu. On n'est pas les champions du monde de consommation de cocaïne. Il y a des endroits au monde où on consomme beaucoup plus. C'est vrai qu'au niveau de nos villes, la consommation est élevée. Probablement aussi parce qu'on a une vie nocturne qui est extrêmement importante, parce qu'aussi les consommateurs se regroupent beaucoup dans les villes. Mais voilà. Donc, si vous voulez, ce phénomène, il touche une grande partie de l'Europe.
Et puis peut-être nous, notre pouvoir d'achat fait que c'est encore un peu plus. Mais le gramme de cocaïne à Paris, les 60 francs, si vous voulez, c'est aussi accessible pour les personnes en France. Est-ce que c'est une drogue qui est plus utilisée pour faire la fête, comme on dit, ou est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé de manière peut-être un peu plus régulière, presque comme un médicament finalement? Est-ce qu'on a des études et des chiffres qui donnent quelques réponses à cette question? Alors nous, on a fait une grande étude sur le marché de la cocaïne dans le canton de Vaud. Ouais. Et puis on a, si vous voulez, de manière schématique, on peut séparer 3 populations. La première, c'est celle qui est peut-être la plus connue, c'est les gens qui prennent de la cocaïne pour fêter la fin de semaine, avec les copains, etc., qui en règle générale sniffent la cocaïne aussi. Ça, c'est une grande partie des consommateurs. On pense que c'est à peu près les 3/4 des consommateurs, mais ces gens-là consomment peu. Ils consomment de temps en temps avec les copains, comme j'ai dit, ou quand ils sortent. Le deuxième groupe qui est connu, ce sont ce qu'on appelle les consommateurs marginalisés. C'est les gens que vous voyez, par exemple, à la place d'Haripon à Lausanne. C'est des gens qui ont souvent déjà des carrières de consommation d'héroïne, qui vont consommer aussi plein d'autres substances, de l'alcool, beaucoup. Et puis ça, c'est des gens qui vont plutôt injecter ou fumer la cocaïne. Et puis il y a un troisième groupe qui est important aussi, mais qui est le plus difficile à cerner, qui sont ce qu'on appelle les gens qui se dopent avec la cocaïne, c'est-à-dire qui sont socialement intégrés, qui travaillent comme vous et moi, qui travaillent peut-être dans le bâtiment ou dans une banque ou dans les médias ou dans la recherche scientifique et qui consomment de la cocaïne un peu du matin au soir et qui vivent avec la cocaïne dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale, etc. Et ça, c'est des gens qu'on voit peu apparaître avant qu'ils aient dépensé vraiment tout l'argent du ménage et qui tombent, si vous voulez, parce qu'ils ont plus les moyens ou parce que vraiment ils ont développé une addiction très très forte à la cocaïne. Ouais. Aujourd'hui, ça touche, ce que vous dites, ça touche toutes les classes sociales. À l'époque, c'était peut-être une drogue qui touchait peut-être une certaine population. Aujourd'hui, tout le monde finalement est susceptible de consommer ce genre de substance. Voilà, et puis ça a probablement à voir avec l'image de cette substance, qui est pas une image très négative, souvent dans beaucoup de milieux, mais alors clairement aussi avec le prix. Si vous voulez, quand moi j'ai commencé à travailler dans ce domaine, 1 gramme de cocaïne coûtait 600 francs. Ouais. Aujourd'hui, dans la rue à Lausanne, vous pouvez l'avoir pour entre 50 et 75 francs, l'équivalent d'1 gramme de cocaïne, et elle est beaucoup plus pure qu'à l'époque. Donc, si vous voulez, vous avez une accessibilité qui a complètement changé par rapport à cette époque-là. Finalement, cette drogue s'est-elle banalisée en quelque sorte? Est-ce que le mot est peut-être un peu fort, mais finalement, on a l'impression que ça devient presque normal. On achète de la cocaïne comme on pourrait aller acheter un 6-pack de bière. Ça commence à être vraiment, finalement, assez banal, non? Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'immense majorité de la population n'en consomme pas. On n'est pas comme avec l'alcool ou avec le tabac. Où vous avez vraiment des très très grosses, ou même le cannabis. Vous avez des grosses parties de la population qui en consomment. Ça reste clairement quelque chose de minoritaire. Est-ce que il y a une normalisation qui se fait? Moi, c'est le mot qu'on utilise nous, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui trouvent que c'est acceptable, si vous voulez, de consommer la cocaïne. Ouais. Et puis, évidemment, avec les drogues illégales, il y a toujours cet aspect de transgression. Je fais quelque chose qui est interdit, donc en même temps, il y a un côté aventurier dans la consommation qui existe. C'est un des attraits des drogues illégales aussi. Franck Zobel, merci d'être avec nous, directeur adjoint d'Addiction Suisse. On va revenir dans quelques instants. On invite nos auditeurs et téléspectateurs à réagir et poser vos questions en direct via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. On marque une toute petite pause. On va faire un petit tour dans les rues de Paris, non pas pour acheter de la coke, mais pour retrouver Jérémy Amsalag avec son micro-trottoir du jour. Et on se retrouve juste après. À tout de suite, 7h28. Dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Quand il fait, là aujourd'hui, il va faire jusqu'à 32-33 degrés à Paris, c'est quoi votre technique pour vous rafraîchir? Ah carrément, ah ouais d'accord. En fait moi, juste je respire calmement. Vous respirez calmement? Et je fais des mouvements mesurés. Ralentissez. Ouais. Et du coup, ça fait que t'as pas trop chaud en fait. Par exemple, pour aller faire des courses, au lieu de mettre une demi-heure, vous mettez 3 heures.
Ouais, peut-être pas à ce point-là, mais ouais, plus lent quoi, plus lent. Ouais. De mobilité verte aujourd'hui, il y a une nouvelle tentative pour imiter les deux roues à Lausanne. En fait, maintenant, il y a des Saint-Bernard qui ont été dressés pour rouler à dos de Saint-Bernard. Comment À dos de Saint-Bernard, vous savez, les chiens... Oui, je connais les chiens de Saint-Bernard. Je savais pas du tout, je suis pas du tout au courant comme moyen de transport, c'est-à-dire. En fait, c'est pour remplacer le bus. Hein. Okay. Vous avez une application, il suffit de commander et il y a un Saint-Bernard qui vient pour vous ramener chez vous, vous dites l'adresse et voilà. Ah mais c'est super cool, je trouve que ça change et c'est super cool, c'est original comme moyen, pour se déplacer. Ah mais c'est pas dangereux on est sur la route avec. Ouais, sur la route, mais avec un Saint-Bernard. Bah je dis pas non. Il y a Ça pourrait vous intéresser de rouler à Saint-Bernard? Bah c'est original mais je me vois pas aller au travail comme ça, je dis la vérité. Ouais, c'est un peu bizarre. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Ouais, je trouve que oui, c'est bien. Ouais, bah oui, c'est une très bonne idée. Vous pourriez rouler à dos de Saint-Bernard? Pourquoi pas, ça se tente. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de prendre ces douches à plusieurs désormais pour lutter contre le gaspillage d'eau? Non, moi perso, la douche c'est personnel. Tu fais ta douche, tu rentres tout seul, tu ressors tout seul. Ça ferait gagner de l'eau. Ouais, non, mais non. Moi, Puis pour laver le dos et laver le dos. Non, je peux pas dire non. Les douches à plusieurs, vous pensez que ça peut aider? Ouais, clairement. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ouais, moi j'aime bien ça. Jérémy Amsalak, je sais pas ce qu'il prend lui, hein, il est où perché. Hein. Franck Zobel, directeur adjoint d'Addiction Suisse. Merci Monsieur Zobel d'être avec nous en duplex. On parle d'une prévalence inquiétante de la consommation de cocaïne en Suisse. Nous avons reçu déjà quelques messages, quelques réactions. Hein, ça bouge, hein. Décidément c'est un sujet qui intéresse notre auditoire et nos téléspectateurs. Au 079 121 9000, questions, remarques, commentaires, ils sont les bienvenus. N'hésitez pas, ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran si vous êtes devant votre télévision. Elsa, quels sont les 6 messages que nous avons reçus et ces questions pour Monsieur Zobel qui est avec nous au duplex? Alors on commence déjà avec une question d'Ardita qui dit: en Suisse, sommes-nous un pays qui prenons bien en charge les personnes souffrant d'addiction? Alors, disons, on pourrait certainement faire beaucoup mieux encore, mais on est, si on compare un peu par rapport aux pays européens qui nous entourent, on est plutôt bien doté. On a beaucoup d'interventions de ce qu'on appelle la réduction des risques, hein, des lieux où les gens peuvent aller, qui sont des lieux accessibles à bas seuil. Vous n'avez pas forcément besoin de donner votre identité. Et puis, on a un réseau de centres de soins qui est bien développé. Alors, encore une fois, on peut certainement faire des choses mieux, mais en comparaison internationale, on s'en sort plutôt bien, surtout si on regarde par exemple ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays comme celui-là. Ouais, ça a l'air bien pire quand même. Autre question de Laetitia. J'ai une amie qui s'est fait piquer en soirée. Comment pourrait-on faire pour se sentir plus en sécurité lorsqu'on sort? Oui, alors ça c'est une grande question. Alors si elle se fait piquer, il faut tout de suite qu'elle aille à l'hôpital et qu'elle voit qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Il y a pas mal de gens qui ont eu des cas comme ça ces derniers mois. On en a beaucoup parlé dans les médias. Jusqu'ici, il y a eu, je crois, peu ou pas de contrôle positif. Maintenant, c'est aussi notamment la substance dont on parlait ici, qui est le GHB, une substance qui se dégrade très rapidement, donc c'est difficile à prouver. Pour se protéger, rester avec des amis. Le plus important, c'est rester avec son verre, parce que c'est souvent là que se pose le problème, c'est-à-dire que des personnes peuvent vous mettre une substance dans votre verre qui peut être une substance qui fait que vous vous endormez, vous réveillez le lendemain matin et s'est passé des choses que vous ne vouliez pas. Donc restez avec des amis, restez avec votre verre, c'est les meilleurs conseils qu'on puisse vous donner. La sécurité en fait des organisateurs, est-ce que eux aussi pourraient faire quelque chose pour peut-être mieux, pas fouiller les gens, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau-là? Alors c'est très difficile, c'est des très petites quantités parce que si vous voulez, c'est bien caché. Vous imaginez les clubs au Flon, à Lausanne, ils peuvent pas tout contrôler, quoi. Il faudrait presque déshabiller les gens, vérifier dans leurs poches, etc. Les clubs font des efforts, notamment au niveau de la formation des serveurs. Ils mettent à disposition aussi maintenant, si vous voulez, c'est des choses là en plastique qu'on peut mettre sur les verres pour les protéger si on s'éloigne. Voilà, il y a quelques mesures comme celle-là, mais je vous dis la meilleure mesure, c'est rester avec vos amis et puis rester avec votre verre. Ok. On a Solène qui dit: quelle est la différence entre la dépénalisation et la légalisation? Alors, dépénalisation, ça veut dire que si vous vous faites attraper par la police, vous n'allez plus avoir des poursuites pénales. C'est-à-dire qu'on va plus
on va plus vous envoyer chez le juge, pour dire les choses vraiment simplement. La légalisation, c'est que c'est légal. C'est qu'il n'y a même plus question de juge ou comme ça, c'est que vous pouvez y accéder, comme vous pouvez accéder aujourd'hui au tabac ou à l'alcool ou au chocolat. Maintenant, il y a plusieurs formes de régulation qui sont possibles. On n'est pas obligé de vendre, par exemple, si demain, la prochaine substance qui risque d'être légalisée, c'est le cannabis, on n'est pas obligé de vendre le cannabis comme le tabac dans toutes les stations-service, partout. Il peut y avoir d'autres modèles de régulation. Vous êtes dans des magasins spécialisés avec du personnel formé, avec des produits qui sont beaucoup plus taxés, beaucoup plus contrôlés que ce qu'on connaît dans d'autres domaines. Mais c'est ça la différence. Pénaliser, ça reste interdit. Okay. Vous allez d'une manière ou d'une autre devant le juge. Et puis légaliser, c'est que voilà, la société a dit c'est mieux qu'on en fasse un marché contrôlé qu'une interdiction. Le fait que ça soit interdit, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que ça soit interdit, c'est finalement ce qui va aussi attirer pas mal de monde. Donc finalement, dépénaliser, la rendre accessible ou en tous les cas plus interdite, est-ce que ça pourrait être un début de piste, pensez-vous ? M. Zobel. Alors ça dépend de quoi on parle. Pour le cannabis, on est clairement sur cette voie-là. Vous savez que le Canada, 21 États américains, l'Uruguay ont déjà légalisé le cannabis. Il y a des régions en Europe qui font ça, qui sont en train de le faire. Le Malte, Luxembourg, l'Allemagne est en train d'y réfléchir. Nous, on va avoir des essais pilotes de vente de cannabis ici en Suisse, y compris à Lausanne et à Genève. Donc si vous voulez, là, il y a clairement une voie qui est « et si on essayait autre chose ?» Et puis de voir qu'est-ce qui se passera si on essaye autre chose. Pour la cocaïne, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que c'est une substance beaucoup plus forte. C'est une substance qui est aussi associée chez une partie des consommateurs à des usages compulsifs. Et puis c'est une substance dont la toxicité est élevée, notamment au niveau cardiaque. Donc si vous voulez, c'est une substance qui est vraiment pas bonne pour votre santé. Ça, souvent, les consommateurs le savent pas, mais c'est une substance qui est beaucoup plus difficile, si vous voulez, à manipuler qu'une substance comme le cannabis, qu'on connaît depuis très longtemps, et puis où les problèmes existent, mais on les connaît mieux, on les maîtrise mieux. Autre question arrivée sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 et via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Elsa, on a reçu pas mal de messages ce matin. Oui. Georges demande, savez-vous comment travaille la police sur les cas qu'il détecte ? Oui, alors la police, disons, de ce que je sais, mais j'ai la chance de travailler régulièrement avec les brigades des stupéfiants de la ville de Lausanne et du canton. Ils travaillent surtout à 2 niveaux, ou même 3. Le premier, c'est ce qu'on appelle les réseaux, c'est-à-dire ils essayent de travailler sur les réseaux qui font venir et qui distribuent la substance en Suisse, c'est-à-dire ils essayent de démanteler des réseaux, puis d'amener les gens devant la justice, et ces gens-là vont aller en prison ensuite. Ensuite, ils essayent de travailler sur le trafic de rue, si vous voulez, les vendeurs qui sont dans la rue, pour essayer de leur rendre la vie difficile. Et puis ensuite, il y a les questions générales d'ordre public. Ça, c'est pas des polices spécialisées, mais qui sont aussi actives, qui occupent l'espace pour que certains marchés des drogues puissent pas s'installer. C'est un peu les 3 dimensions sur lesquelles ils travaillent. Ok. Encore une question de Léandra. Quels sont les constats que vous faites sur le comportement des enfants par rapport à tout ça? Alors nous, on vient de finir une très grande étude internationale coordonnée par l'OMS. On a interrogé 20 000 écoliers entre 11 et 15 ans en Suisse. Et ils sont plutôt sages, en tout cas ce qui concerne les drogues illégales, mais souvent les drogues illégales, on commence plus tard. Mais depuis une vingtaine d'années, je crois, on voit une baisse des comportements à risque dans cette population-là. Une chose qui nous inquiète, c'est l'attrait actuellement. C'est pas d'une drogue illégale, c'est plutôt des nouveaux produits qui contiennent de la nicotine et notamment de ces fameuses puff bars dont vous avez entendu parler, elles sont à la fois attrayantes visuellement, mais qui sont aussi qui ont des goûts qui sont attrayants. Et ça, c'est le problème actuellement chez les jeunes. En termes de prévention, justement, par rapport aux jeunes, dans les écoles, est-ce que les choses sont faites correctement? Est-ce qu'on va assez loin, finalement? Quels sont les retours que vous pouvez avoir par rapport à ça, M. Zobel? Alors nous, on en fait de la prévention, on est une institution qui travaille dans ce domaine-là. Ce qu'on peut dire schématiquement, là, il y a certainement des choses à améliorer. Il y a encore beaucoup de prévention en Suisse qui se fait, qui est de la prévention qui n'est pas ce qu'on appelle basée sur les preuves, c'est-à-dire qui est plutôt intuitive que véritablement efficace.
Par contre, ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que surtout chez les écoliers, on ne va pas commencer de parler de cocaïne et d'héroïne ou de choses comme ça. Ce qu'on fait chez les écoliers ou les jeunes, c'est qu'on essaie de renforcer leurs compétences pour que le jour où ils soient confrontés à ces substances-là, ils sachent dire non pour protéger leur santé et puis pour protéger, si vous voulez, leur environnement. Donc on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les skills, les compétences, plutôt que sur des substances individuelles ou des informations. Il y a parfois des gens qui disent « Ouais, mais il n'y a jamais de grande campagne pour dire que la cocaïne c'est mauvais », des choses comme ça. En fait, ces campagnes-là, elles peuvent être vraiment contre-productives, c'est-à-dire que en fait, les gens qui consomment déjà, vous leur changez pas du tout leur opinion, mais ceux qui consomment pas, vous les rendez attentifs au fait que la drogue est disponible, et donc tout d'un coup ils sont curieux, ils voudraient bien savoir ce que c'est. Donc il faut toujours bien doser, si vous voulez, le type d'intervention qu'on fait aussi. Une prévalence inquiétante de la consommation de cocaïne en Suisse, on en parle ce matin avec Franck Zobel, directeur adjoint d'Addiction Suisse. Merci d'être avec nous en duplex ce matin, monsieur Zobel. On a encore quelques questions qui sont arrivées durant la pause, durant la pub, au 079 121 9000 sur notre numéro WhatsApp et via le QR code qui s'affiche sur votre écran. Je vous propose de les parcourir rapidement et on reviendra pour faire un dernier tour de table avec vous, monsieur Zobel. Mario, quelle pourrait être la conséquence sur nos lacs à long terme ? Parce qu'on sait qu'il y a aussi des... On parle des eaux usées. Ils sont déversés là-dedans. Alors ça, c'est la question. Je dois utiliser mon joker parce qu'on est très loin de ma zone de spécialisation. Alors moi, je sais, nous, on mesure la présence de la cocaïne dans les eaux usées qui arrivent à la station d'épuration, mais je ne sais pas très bien ce qui sort à l'autre extrémité, je dois vous avouer. J'espère que c'est relativement faible, quoi, mais je ne suis vraiment pas un expert dans ce domaine-là. Mais c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que là, aujourd'hui, dans les eaux usées, on arrive à doser, à savoir si finalement la consommation est importante de ce genre de substance, justement. C'est comme ça qu'on arrive à faire des calculs précis, c'est ça ? Absolument, c'est ça qu'on fait depuis. Cette méthode, elle est apparue il y a une dizaine d'années à peu près. Et puis depuis, on fait ça régulièrement. Nous, on fait donc ici en Suisse romande, c'est l'école des sciences criminelles de l'université de Lausanne qui fait ça et qui fait ces analyses. Elle les fait aussi maintenant au niveau national. Et avec ça, on arrive à voir l'évolution de la consommation. C'est ce qui vous permet, par exemple, aussi de voir si vous faites des mesures tous les jours de la semaine, quelle est la progression le week-end, et vous verrez par exemple que pour la cocaïne, la progression elle n'est pas si forte, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui consomment toute la semaine de la cocaïne, donc c'est pas juste des consommations de fin de semaine comme vous l'auriez pour une substance comme l'ecstasy où ça, si vous voulez, ça monte en flèche le jeudi soir, ça redescend en flèche le lundi. La cocaïne, il y en a tout le temps. Qu'est-ce que ça signifie sociologiquement parlant, tout ça? Là, il y a quand même, comment dire, des pistes comme quoi il y a un mal-être, non, par rapport à tout ça, monsieur Zobel? Alors, si vous voulez, ces drogues, elles sont utilisées vraiment de multiples manières. Si vous regardez les consommateurs festifs, ceux qui vont, je sais pas, faire une ligne le samedi soir avec leurs copains, eux, ce qu'ils vont souvent vous dire, c'est pour s'amuser. Ouais. C'est parce que ça leur donne du plaisir, ça donne un peu ce côté Superman, envie de faire la fête, capacité de faire la fête beaucoup plus longtemps. Et puis à l'autre extrémité, nous on fait un projet en ce moment au local de consommation à Lausanne où on permet aux consommateurs d'analyser leurs substances pour savoir ce qu'il y a dedans. Et puis là, il y en a beaucoup qui ont des gros problèmes de santé mentale puis qui vous disent « moi je consomme toute la journée pour éteindre la lumière ». Parce que ma vie, elle est trop difficile, voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas simple. Vous avez vraiment tout le spectre des possibilités avec ce type de substance, de gens qui utilisent ça vraiment parce qu'ils ont des gros problèmes de santé mentale et une grosse dépendance, jusqu'à des gens qui s'amusent simplement avec. Vous êtes en train de dire qu'il y en a qui utiliseraient ça comme antidépresseur, c'est ça ? Une forme d'antidépresseur. Oui, si vous voulez, pour pas devoir supporter, quoi. Ouais. Si vous voulez, c'est un peu ça qu'ils nous disent, pour pas devoir supporter leur vie. C'est-à-dire, c'est souvent des gens qui ont aussi vécu des traumatismes, si vous voulez, dans leur famille, ou qui leur a enlevé leurs enfants, ou des choses comme ça. Et eux, ils sont vraiment dans un rapport complètement différent avec la substance que d'autres. Mais on connaît ça, on le connaît pour l'alcool. Quand vous avez des amis que vous connaissez qui sortent de temps en temps un verre d'alcool pour s'amuser, puis vous en avez d'autres qui se noient dans l'alcool pour essayer d'échapper à leur vie. C'est un peu le même schéma.
Nous avons reçu encore d'autres questions très rapidement, Elsa, puisque le temps passe très vite. Julien, que devons-nous faire si quelqu'un nous propose d'acheter des stupéfiants ? Pas en acheter, je sais pas. J'allais le dire. Mais souvent, on a tendance... La chose la plus simple. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Que vous voudrez dénoncer la personne à la police ou comme ça va être compliqué, tout ça. Donc moi, je dis, vous voulez pas de stupéfiants, vous dites à la personne que vous voulez pas de stupéfiants. Voilà, vous dites non, quoi. Voilà. Après, vous pouvez aussi lui dire que vous trouvez pas normal qu'elle vende des stupéfiants dans la rue, c'est ce que moi je fais, mais à vous de faire comme vous le voulez. Ok. Une dernière question peut-être, Quentin. Que pensez-vous des enfants qui sont de plus en plus sur les écrans, notamment sur des jeux internet et virtuels? Parle-t-on d'une addiction aussi? Ah bah oui. Ouais, c'est compliqué parce que, si vous voulez, il n'y a pas de définition. On a pour les addictions des définitions cliniques. Là, on en manque encore dans ce domaine-là. On sait qu'il y a un problème. On sait aussi qu'il y a des effets positifs aux écrans. Il ne faut pas non plus voir que l'aspect négatif. Mais ça, c'est un sujet, ce qu'on appelle les addictions comportementales. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, mais rien qu'à définir, c'est quoi exactement un problème dans ce domaine-là. Parce que, si vous voulez, il y a très vite un sentiment de perte de contrôle, mais qui n'est pas forcément un problème. Donc, il s'agit de réussir à définir ça clairement pour ne pas aussi, si vous voulez, stigmatiser des comportements qui sont pas négatifs, quoi, qui sont des comportements de sociabilité, par exemple. Même chose pour l'addiction au jeu, par exemple. Je pense, par exemple, au casino, jeux de hasard, notamment les jeux de hasard. C'est des choses qui... Alors là... Oui. Là, on a la définition, il n'y a pas de doute qu'il peut y avoir une addiction au jeu de hasard et d'argent. Donc là, ça, c'est réglé. Si vous voulez, c'est dans les manuels de médecine. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une addiction. Et puis, les effets négatifs sont clairement observables. Très bien. Monsieur Zobel, merci beaucoup d'avoir consacré quelques minutes de votre temps très précieux. Je sais que vous n'aviez pas beaucoup de possibilités. Merci de vous être allongé pour répondre à nos questions ce matin en direct. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint d'Addiction Suisse. On vous souhaite un bel été, une belle journée et j'espère à très bientôt en chair et en os sur notre plateau. Très bien, bonne journée à vous.